Merci de rester fidèle au programme de Financial Afrique. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand débat d'aujourd'hui. Alors, validé par le Parlement, le décret du président Macky Sall actant le report de l'élection présidentielle du 25 février a créé, suscité une vague de manifestations à Dakar et sur toutes les localités du pays. On en parle aujourd'hui dans le grand débat avec Gilles Olakunle Yabi, fondateur de Wati, Think to Tank, citoyen de l'Afrique de l'Ouest. Donc, vous êtes économiste, politologue béninois, spécialiste des questions de sécurité et de gouvernance dans les pays d'Afrique de l'Ouest et francophone. Bienvenue dans le grand débat. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est un privilège d'être avec vous. Merci beaucoup. Et je serai assistée par Rivorati Mondrézier, président de la rencontre des entrepreneurs. Et juste à côté, Adam Awad, le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Bienvenue à vous, messieurs. Bonjour Dominique, bonjour Adama et bonjour notre invité Gilles Yabi. Alors, on en parle dans le grand débat. Coup d'État constitutionnel ou crise politique, de quoi s'agit-il exactement, monsieur Yabi? Alors, je dois dire que la décision qui avait été annoncée par le président Macky Sall, consistant à partir d'une initiative parlementaire, le groupe parlementaire lié au PDS, le parti de l'ancien président Abdoulaye Wade et de son fils Karim Wade. Le président est donc parti de cette initiative parlementaire et d'un conflit qui y aurait entre le Parlement et le Conseil constitutionnel pour abroger le décret qui convoquait les électeurs sénégalais le 25 février pour le premier tour de l'élection présidentielle de cette année. Et je crois qu'en prenant cette décision, malgré toutes les précautions pour indiquer qu'il ne s'agissait pas d'une initiative du président, ce changement n'aurait pas pu se faire sans l'assentiment du camp présidentiel et notamment de la coalition présidentielle représentée au Parlement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu d'abord ce décret et ensuite le vote au Parlement, dans des conditions tout de même assez particulières, puisqu'on a expulsé les membres de l'opposition qui étaient hostiles à cette nouvelle loi constitutionnelle. On a eu donc l'adoption d'une loi constitutionnelle qui, au fond, déroge à la Constitution et qui prévoyait d'organiser l'élection le 15 décembre et qui prévoyait aussi donc de maintenir le président Macky Sall en place jusqu'à l'élection de son successeur, ce qui nous aurait conduit à janvier ou à février 2025. Je pense que la décision du Conseil constitutionnel, qui était très attendue, qui est tombée, elle vient dire le droit, elle vient signifier que la Constitution a de la valeur. Et contrairement peut-être à ce que beaucoup pensaient, je pense que le Conseil constitutionnel a fait son travail, il a joué son rôle. Ça ne devrait pas être une décision spectaculaire, historique. Elle est considérée aujourd'hui comme telle parce qu'on s'est habitué dans beaucoup de pays de la région à ce que les institutions ne jouent pas leur rôle et surtout n'aillent pas à l'encontre de la volonté politique présidentielle. La Constitution a de la valeur et vous partagez cet avis ou pas? Oui, en tout cas, je vais peut-être commencer mon intervention à rendre hommage à ces trois jeunes qui ont perdu la vie, quel gâchis, pour arriver à ça. Pourquoi? C'est-à-dire que nous sommes une nation jeune. Voilà, trois de nos fils, trois de nos frères sont partis trop tôt. Je pense que le dernier, il avait à peine 16 ans. Et ce qui me désole encore plus et ce qui m'attriste profondément, c'est ils ont été, l'autopsie a montré en fait ils sont morts par tir à balles réelles. Tir à balles réelles. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce pour moi en fait, au-delà de tout ce qu'on peut conclure, tout ce qu'on peut dire, ça c'est quand même, nous devons tous nous poser la question. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on doit faire après? Parce que je pense qu'il y a eu l'avant, il y a eu l'après, il y a l'avant 25 et je pense qu'il y aura l'après 25. Donc ça c'est en guise d'introduction. Maintenant, comme Gilles l'a dit, par rapport aux décisions du Conseil constitutionnel, je suis d'accord avec toi pour dire effectivement que ça ne doit pas être une décision spectaculaire. Ils ont juste... Ce qu'on leur demande, le juge constitutionnel, c'est ça, c'est lire le droit. Et je pense que nous habitons tous le Sénégal, et c'est que tous les Sénégalais leur demandent depuis le départ, lisez le droit. Ni plus, ni moins. Laissons les politiques faire de la politique, et vous, votre job, c'est de faire le droit. Alors, que constate-t-on quand même ces dernières années?
c'est qu'il y a un mélange de genres, un nouveau genre entre les personnes de corps judiciaire qui, au lieu de lire le droit, basculent en fait du côté politique. Et donc, juste peut-être pour terminer dessus, c'est que je trouve juste qu'effectivement, c'est quelque chose de normal que tout le monde présente comme extraordinaire, mais quand il faut lire le droit, c'est assez simple, il y a des textes. Est-ce que vous êtes dans les clous ou pas? Effectivement, la décision, la loi votée, les pseudo-lois votées par, je dis vraiment pseudo-lois parce que normalement, si vous êtes député, vous êtes censé quand même avoir un minimum de connaissances quand même sur les règles. C'est-à-dire que l'article 27 de la Constitution, l'article 103 de la Constitution, c'est limpide. On ne peut pas reporter la durée du mandat d'un président, et la durée de 5 ans est figée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le modifier. Donc si vous lisez ça, normalement, à aucun moment vous pouvez prendre, c'est-à-dire vous ne pouvez pas prendre une initiative telle qu'ils ont fait. Voilà, c'est ça que je voulais peut-être ajouter. Alors, on va se tourner du côté d'Adama Wade par rapport à l'introduction. Votre avis là-dessus? Alors, tout d'abord, moi, je salue la décision historique du Conseil constitutionnel rendue le 15 février. Elle est historique parce que c'est une première au Sénégal de voir le Conseil constitutionnel aller à l'encontre de la volonté du président de la République. Elle est historique parce que jusque-là, de part et d'autre, en Afrique, dans la sous-région, au sein de la CEDEAO, l'on pensait que le Sénégal était en crise, que la démocratie sénégalaise était à terre, que les institutions ne fonctionnaient pas. D'où d'ailleurs le thème de notre débat, crise constitutionnelle ou crise politique. Moi, je dirais que c'est plutôt une crise politique, parce que les institutions fonctionnent bien. Il y a une séparation des pouvoirs, d'ailleurs, d'où peut-être ce que nous vivons en ce moment. On a un Parlement, chers rivaux, le droit est source d'interprétation. Un Parlement qui a pensé bien agir en défendant ses intérêts et qui a exercé son droit au vote. Et là, tout à l'heure, Julia B parlait d'un vote qui s'est déroulé dans des conditions spectaculaires puisqu'on a évacué la salle. Mais hélas, moi je dirais que dans toutes les lois du monde, dans tous les pays du monde, on ne peut pas faire obstruction au vote. On ne peut pas se mettre à travers l'isoloir. Autant l'opposition que je salue a le droit de faire perdurer le débat préjudiciel pendant 12 heures d'horloge, 12 heures de tour d'horloge, de midi à 23 heures, à minuit. Autant cette opposition n'a pas le droit de s'opposer au vote. Donc il y a un règlement intérieur de l'Assemblée. Il y a un ordre, une police qui doit régner au sein de l'Assemblée pour que l'exercice démocratique, c'est-à-dire le vote, puisse avoir lieu. Donc l'opposition a été évacuée parce qu'elle a voulu faire obstruction au vote, sachant bien évidemment qu'arithmétiquement, elle n'était pas en mesure de remporter un vote s'il avait lieu. Moi, je salue aussi là aussi la démocratie. Je salue le décret présidentiel aussi, c'est un acte de démocratie parce que le président, en parlant de ce décret, l'avait soumis au vote du Parlement et en même temps à l'avis du Conseil constitutionnel. À aucun moment je ne l'ai entendu dire c'est un décret, il est applicable. Donc, en résumé, au Sénégal, nous avons les 3 pouvoirs qui sont illustrés sur cette crise de 8 jours. On a vu les 3 pouvoirs, chacun faire sa partition. Et en fin de journée, on a vu le Conseil constitutionnel, qui est l'organe suprême, sortir et remettre les pendules à l'heure. Donc, je me dis qu'il n'y a pas une crise des institutions au Sénégal, mais il y a une vraie crise politique, il y a une vraie crise de la démocratie, parce que, justement, je déplore ces morts. Je déplore ces morts qu'on enregistre depuis 2021, 2023, des jeunes partis à la fleur de l'âge, mais aussi qui sont instrumentalisés par des politiques qui, au lieu de faire leur rôle en tant que chef de parti, en tant que parti politique, d'éduquer les masses, sont en train de les instrumentaliser dans des rapports de force sans lendemain. Parce qu'encore une fois, la solution, ce n'est pas le rapport de force, ce n'est pas la destruction des biens publics, ce n'est pas la destruction des investissements qui sont chèrement acquis par la dette, ce n'est pas la destruction du tiers. La solution, c'est le débat. Et vive le débat, je pense qu'au Sénégal, encore une fois, il y a une vraie crise de la démocratie, mais il n'y a pas une crise des institutions. Il n'y a pas une crise des institutions, et vous? Il y a une partie que je suis d'accord sur ce qu'Adama a dit, mais c'est intéressant en fait. Adama avait dit, pour la première fois, le Conseil constitutionnel ne suit pas la décision du président. Et je pense que tout est résumé dessus. C'est comme je disais tout à l'heure,
C'est-à-dire que si chacun faisait pourquoi il doit être là, on ne devrait pas en arriver là. Ce qu'on demande aux politiques, c'est de faire de la politique. Ce qu'on demande aux juges, c'est de juger, c'est-à-dire lire le droit. Et Adama, quand tu dis effectivement, il n'y a pas une crise démocratique, et pour moi, quelque part, parce que cette crise sénégalaise montre pour moi l'omnipotence, la toute-puissance, en fait, du moins, de ce qu'ont nos présidents. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est-à-dire que, n'oublions pas quand même, c'est-à-dire que là, faisons un peu peut-être rapidement l'historique. Quand le président Macky Sall, il y a quelques années, a décidé qu'il dit, tiens, comme c'est un régime, il y a un Premier ministre, je veux faire comme les États-Unis parce que c'est un régime présidentiel. Il a appelé tout le monde, il a convaincu tout le monde. On dit, OK, écoutez, changez-moi la Constitution parce que le Premier ministre, en gros, il ne sert à rien. Moi, je vais gérer ça à la présidentielle, à l'américaine. Tout le monde était aligné. Voilà, donc on a changé les constitutions, on a changé les textes, tout ça. Quelques années après, il s'était dit, non, je suis trop fatigué parce qu'il manque quand même quelqu'un, il manque un fusible pour que, tiens, rechangez-moi la Constitution. C'est là, en fait, où on en est. C'est-à-dire que, ce que je veux dire juste, c'est que la crise sénégalaise a montré que je pense qu'il devrait, pour moi c'est pour ça que je parle d'après 25, il faudrait définitivement limiter le pouvoir de nos présidents qui a un droit de vie, carrément de vie et de mort sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet dans ce pays. Quand Adama, tout à l'heure, parlait des dettes, à quel moment le gouvernement, ou du moins le président, a consulté les Sénégalais si c'est réellement ça, du moins qu'ils voulaient? Certes, il y a des choses finalement que vous pouvez décider, mais une fois encore, le Sénégal n'appartient pas à une personne. C'est-à-dire que vous avez la destinée de 18 millions de personnes. D'accord? Il n'a pas été élu à l'unanimité. Il était élu à la majorité, à 57% lors de, je pense, sous la surveillance de Gilles, il était élu à 57%. Qu'en est-il des 43%? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on doit quand même se poser la question. On doit, pour moi, c'est vraiment l'après 25, ou du moins la prochaine date, le prochain président, nous devons réfléchir à limiter définitivement ce pouvoir, du moins de président, pour moi, qui est trop important. On doit quand même se poser des questions, oui. Au niveau international, cette décision a fait couler beaucoup de salive, beaucoup d'encre, notamment la CEDEAO et le reste du monde. Oui, alors je pense que ce que Rivo dit est très important. C'est l'un des sujets, je pense, les plus importants en termes de réforme de nos institutions au Sénégal, mais pas seulement. Et c'est un des sujets d'ailleurs sur lesquels nous, à Wati, le think tank que j'anime, on travaille beaucoup depuis des années. Nous avons fait des propositions dans le sens de la réduction des pouvoirs du chef de l'exécutif, des présidents. Mais je crois qu'il faut être beaucoup plus ambitieux lorsqu'on doit faire ce type de réforme. Ce n'est pas simplement réduire les pouvoirs du président, mais c'est aussi augmenter les pouvoirs des contre-pouvoirs, y compris les juridictions constitutionnelles, les parlements. Et je pense qu'on a besoin même d'aller encore plus loin et d'être beaucoup plus innovant dans le type de démocratie que nous voulons construire. On pourra y revenir. À nouveau, il y a des propositions assez claires qu'on peut faire pour réduire le pouvoir du président et pour avoir des systèmes démocratiques où tout un pays, des millions de personnes, ne dépendent pas de la volonté d'un seul homme, fût-il démocratiquement élu. Sur les réactions internationales, oui, je pense qu'il y a eu énormément de réactions, peut-être la plus forte étant celle des États-Unis. Lorsqu'on lit les communiqués, c'était très clair, ils ont dénoncé les conditions de vote de cette loi constitutionnelle et très clairement indiqué qu'il fallait respecter le calendrier électoral. L'Union européenne a fait de même. Il faut rappeler quand même que les missions d'observation de l'Union européenne et de la CEDEAO étaient même déjà sur place. On était à quelques heures du début de la campagne électorale lorsque le président Macky Sall a fait cette annonce. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de frustration de la part de ces organisations pour lesquelles, disons, le calendrier électoral était très clair. La CEDEAO, c'est intéressant, elle est dans un moment de grande fragilité, de grande difficulté, avec les 3 pays du Sahel qui sortent de l'organisation régionale. Et je pense que là, il y avait évidemment un besoin pour la CEDEAO de réagir et de montrer, au fond, qu'elle commençait peut-être à tirer des leçons des erreurs qui ont été commises au cours des dernières années. Et la Commission, il y a eu un premier communiqué, disons, assez mou, il y a eu un deuxième assez rapidement de la Commission de la CEDEAO qui allait dans le sens aussi de demander le respect du calendrier électoral conformément à la Constitution.
Je rappelle aussi que le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui est en fait le texte sur lequel s'appuie la CEDEAO pour prendre les sanctions, pour refuser les coups d'État, ce protocole indique qu'on ne peut pas faire de réforme concernant une élection dans les 6 mois, sauf consensus de tous les acteurs politiques. Donc la violation, non seulement une double violation ou une triple violation de la Constitution, par en réalité le décret du président Macky Sall et la loi constitutionnelle, mais il y a eu aussi une violation du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Donc je crois à nouveau que ces réactions étaient tout à fait légitimes, compte tenu des textes, des engagements du Sénégal, et compte tenu aussi simplement de la loi fondamentale du Sénégal, la Constitution. Dominique, si tu permets, est-ce que Gilles, là tu as parlé tout à l'heure de le fait que dans ton think tank, vous avez des propositions justement sur les contre-pouvoirs. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer, et puis ainsi que les téléspectateurs et téléspectatrices, par exemple, c'est une des propositions oui, peut-être animées demain par ton think tank. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, on ne pourrait pas les détailler tous, mais l'idée d'abord, je pense, lorsqu'on veut réformer nos institutions politiques, c'est de se dire quel est notre objectif. De quoi est-ce qu'on parle? Je pense que ce qu'on a souvent fait, c'est qu'au fond, on a eu des indépendances, on avait des systèmes en place, on s'en est inspiré, notamment la Constitution française pour le cas des pays francophones. Après, il y a eu des modifications. Il ne faut pas dire non plus, parce qu'il faut être vraiment très proche de la réalité. Il y a beaucoup de pays où il y a eu des changements. On ne peut plus dire qu'on a des copies de la Constitution française, comme je l'entends souvent. C'est un peu nier quand même le travail de beaucoup de constitutionnalistes et d'acteurs sur le continent. Au Bénin, la Constitution qui a été mise en place au terme de la conférence nationale, elle a quand même inséré énormément d'éléments d'innovation qui font par exemple que la Cour constitutionnelle, parce qu'au Bénin c'est une Cour constitutionnelle et non un Conseil constitutionnel, mais ce qui est important, ce n'est pas le nom, ce qui est important, ce sont les pouvoirs qui sont définis dans la Constitution. La Cour constitutionnelle du Bénin a déjà historiquement plusieurs fois cassé des décrets présidentiels, d'ailleurs sous Mathieu Kérékou à l'époque. Souvent, cette Cour a été dirigée 2 fois par des dames très claires qui ont appliqué strictement la Constitution. Et cette Cour constitutionnelle peut être saisie par n'importe quel citoyen, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de juridiction constitutionnelle, ce n'est pas le cas du Conseil constitutionnel d'ailleurs aussi au Sénégal, ce sont seulement des parlementaires et des autorités spécifiques qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Au Bénin, n'importe quel citoyen qui estime qu'il y a une violation de la Constitution peut saisir la Cour constitutionnelle qui est obligée de se prononcer et qui le fait régulièrement. Donc ça, c'est juste pour dire... D'abord, voilà, notre histoire, c'est aussi celle-là, c'est celle de pays indépendants qui se sont inspirés de modèles préexistants. Mais je pense que maintenant qu'on a observé, notamment depuis les 30 dernières années, de démocratisation, où est-ce qu'on en est, ce qui marche, ce qui ne marche pas, le fait que la démocratisation n'a pas réduit la corruption notamment, et n'a pas réduit le sentiment qu'on a des classes politiques qui travaillent d'abord pour elles-mêmes. Je crois qu'on doit regarder les pratiques politiques réelles, comment fonctionne réellement la politique au Sénégal, comment fonctionne la politique au Bénin, comment elle fonctionne en Côte d'Ivoire. Et à partir de là, se dit, voilà les pratiques qu'on veut changer. Comment est-ce qu'on les change? C'est là où il y a le travail d'innovation institutionnelle pour dire, si le président a trop de pouvoir, par exemple à travers les nominations, on peut introduire un filtre des nominations. Ça, c'est une des propositions, disons, je dirais, importantes de notre think tank, c'est de dire, ce qu'on ne voit pas souvent, c'est que le pouvoir du président, la capacité à nommer des milliers de fonctionnaires, finalement, puisqu'il a une compétence pour la nomination aux fonctions civiles et militaires, ça induit énormément de pouvoir ensuite qui se répartit au niveau de ses premiers choix. Ensuite, les premiers choix nomment d'autres, etc. Et ça politise complètement les administrations publiques. Et pour moi, la politisation de l'État, des administrations publiques, est un problème majeur. Il faut avoir la capacité de séparer des fonctions politiques, des fonctions administratives, où on a besoin de compétences et de neutralité politique. Donc, déjà travailler sur le filtre de nomination. Je rappelle qu'aux États-Unis, pays grande puissance, président puissant, le président, en réalité, il propose des gens pour les fonctions les plus importantes dans le gouvernement, même le chef d'état-major de l'armée. Vous avez un processus qui passe par une commission désignée. Et ce qui veut dire aussi que dès que vous proposez des gens, les médias vont faire leur travail, vont aller explorer un peu ce que ces personnes ont fait, leur intégrité, leurs compétences. Si vous avez ça, le président, dès le départ,
il va avoir une exigence qui va être beaucoup plus importante que lorsque vous n'avez pas de filtre. Le président peut nommer absolument qui il veut à n'importe quelle fonction, y compris à des fonctions qui sont déterminantes pour la paix et la sécurité d'un pays. Donc ça, c'est un élément clé, par exemple, qu'on peut changer si on le veut, avoir un système de filtre des nominations. Un autre élément clé, c'est les juridictions constitutionnelles. La manière dont vous allez définir le mandat du Conseil constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle, la possibilité ou non pour les citoyens de saisir ces juridictions, la possibilité d'avoir un seul mandat très long pour les membres de cette juridiction constitutionnelle, qui fait que, en fait, il ne s'attend pas à être reconduit par le président. Donc, ça renforce les chances qu'il soit indépendant dans sa prise de décision. Donc, vous pouvez travailler aussi de manière très précise sur la composition des juridictions constitutionnelles. Et là, déjà, vous augmentez encore les chances d'avoir plus d'indépendance. Mais à nouveau, je ne vais pas les détailler, les 5 blocs de recommandations que nous avons élaborés. Mais peut-être que pour moi, le message clé, c'est qu'aujourd'hui, on doit travailler non seulement à améliorer nos processus électoraux. Pour moi, les processus électoraux, c'est seulement une composante parmi d'autres de la démocratie. Ce n'est même peut-être pas la plus importante. C'est simplement le fait de dire qu'il nous faut un processus qui permet aux gouvernés de choisir leurs dirigeants. C'est ça une élection. Il faut améliorer cela. Mais je pense qu'on a besoin de construire des institutions qui ne dépendent pas des élections, qui ont des mandats spécifiques par rapport à des principes fondamentaux qu'on s'est donnés. Et ces institutions vont en fait faire en sorte que même lorsque, à un moment donné, on élit un président démocratiquement, mais il est mauvais, lorsqu'il arrive au pouvoir, il n'est pas animé par l'intérêt général, même dans ce cas-là, le pays puisse continuer à fonctionner, on limite les risques. Dans nos pays, on n'a absolument pas de dispositif qui limite les risques parce que justement, on a une administration qui est politisée, toutes les institutions sont affaiblies par rapport au pouvoir présidentiel. Alors donc, nous poursuivons dans ce débat, coup d'État constitutionnel ou crise politique. Donc, je me tourne de votre côté, M. Yabi. Alors, on en parlait tout à l'heure de la CEDEAO. Est-ce excessif de comparer la situation du Sénégal à celle des 3 pays de l'AES? Oui, je crois c'est une que question c'est piège. excessif. Ça, c'est une question piège. Il y a beaucoup de questions pièges, c'est sûr, mais non, je crois que c'est excessif. Alors, le fait de dire que c'est excessif de faire la comparaison ne veut pas dire à nouveau qu'on n'est pas dans une situation politique également préoccupante au Sénégal. Mais je dirais que, à nouveau, la décision du Conseil constitutionnel change quand même la donne. Même si Elle ramène les pendules à l'heure. Même si on n'a pas, voilà, c'est ça, même si on n'a pas encore de date pour l'élection et que les premières déclarations du camp présidentiel commencent déjà à jouer un peu avec les mots en disant le Conseil constitutionnel a dit dans les meilleurs délais et ça ne veut pas dire dans les délais les plus brefs, enfin. Non, sur ça, Gilles, on peut peut-être. avoir quelques manœuvres déjà. Si tu permets juste, Gilles, sur ça, c'est clair. Hier, j'ai lu la décision du Conseil constitutionnel. Tous ceux qui prennent la décision constitutionnelle, ils le lisent, c'est très clair. Ils ont dit que le mandat de président ne peut pas être prolongé après le 2. Avril, donc, c'est-à-dire qu'ils doivent faire l'élection entre le 25 et le 2. Point. Il n'y a pas. Une fois encore, c'est ce que je disais tout à l'heure à Damar. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui sont censées justement, des personnes quand même, excuse-moi peut-être d'avoir coupé, mais moi, quand même, ça me pose réellement problème, en fait. Et c'est ça, d'où tout le problème que nous avons. C'est-à-dire que là, c'est limpide. Tous ceux qui savent lire, c'est écrit noir sur blanc. Je pense que c'est le considérant 17 ou 15, entre 15 et 17. C'est clair et net. La Constitution est au-dessus des calculs politiques. Nous allons marquer une courte pause et on se retrouve tout juste après. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Vous êtes bel et bien dans le grand débat. Coup d'État constitutionnel ou crise politique, tel est le débat d'aujourd'hui dans Financial Afrique. Et donc, nous avons pour invité Gilles Olakunle Yabi. J'espère que je n'ai pas écorché. C'est parfaitement prononcé.
Ah, super. Fondateur de Haïti, think tank, citoyen de l'Afrique de l'Ouest. Je rappelle une plateforme de débat basée à Dakar, au Sénégal. Et comme d'habitude, vous le savez, hein, juste à ma droite, il y a Rivora Timondrezi, Adam Awad, qui sont là, en fait, pour emmener le débat en profondeur pour vous. Alors nous poursuivons, donc tout à l'heure on parlait un peu de la comparaison entre les réactions qui sont faites au niveau international et les pays de l'AES. Mais à présent, quel est l'impact d'une telle décision sur l'économie du pays? Donc je suis à vous. J'imagine sur le Sénégal. Moi, je pense qu'il faut d'abord vous laisser réagir par rapport à ce qu'il a dit. Tout à fait. D'accord, allez-y. Oui, bien sûr. C'est le cœur du débat, la comparaison entre le Sénégal et l'AES. Moi j'ai 2 points, M. Yabi. Le jeu que le président a fait, c'est-à-dire le décret présidentiel, il n'est pas au-dessus des lois. Il est soumis à la loi. Le décret a été soumis au Parlement, qu'il a validé, et au Conseil constitutionnel qui l'a rejeté, qui l'a invalidé. Donc on est dans un jeu démocratique normal qui se passe partout dans le monde. Un décret présidentiel, c'est tout à fait ordinaire normalement qu'il soit invalidé si le Conseil constitutionnel le juge attentatoire à la Constitution ou bien non approprié. Par contre, rappelle peut-être quand même qu'il y a eu un texte du ministre des Affaires étrangères du Sénégal, qui est ancien ministre de la Justice, et qui très clairement tendait à dire que le Conseil constitutionnel devrait se déclarer incompétent. Il n'avait pas à connaître ni du décret, parce que ce serait un acte du gouvernement, ni de la loi constitutionnelle. Et c'était, je pense, de manière assez claire, une forme de pression sur le Conseil constitutionnel. Et le président de la République est censé connaître aussi la Constitution. Lorsqu'il a pris ce décret qui abroge le décret qui convoquait les électeurs, la loi constitutionnelle n'avait pas été encore votée au niveau du Parlement. Je pense qu'il y a quand même... Évidemment, c'est source d'interprétation. On ne peut pas être catégorique dans le dire, par exemple, c'est une décision hors la loi, ou il se met au-dessus de la Constitution. Non, de toute façon, le Conseil constitutionnel a pris la décision. Alors si maintenant, par contre, après la décision du Conseil constitutionnel, le président ne la respecte pas, là, on serait dans un cas très clair. Et le ministre en question, je pense, est un constitutionnaliste aussi. Absolument. Alors, ce ministre en question, ce qu'il a dit... C'était un constitutionnaliste. Non, il est. Ce que le ministre a dit... On respecte la science, mon cher. Ce que le ministre a dit, c'est que et là c'est une première aussi, c'est une autre première. Le Conseil constitutionnel s'est souvent déclaré incompétent par rapport à de telles problématiques. Ça revenait, je pense, à la Cour suprême de se prononcer sur, comment dirais-je, sur la constitutionnalité ou la validité. Par contre, je reviens, et c'était ce qui m'anime un peu, c'était par rapport à la comparaison avec les États de l'Alliance des États du Sahel. On ne peut pas comparer le Sénégal et les 3 pays. C'est vrai que sur le plan sécuritaire, effectivement, c'est très différent. Par contre, ce qui s'est passé dans ces 3 pays, ce n'est pas du tout du même ordre que ce qui s'est passé au Sénégal. Je rappelle quand même pour les internautes que le président Ibeka, qui était le président élu du Mali, a été pris mani militari, lui et son premier ministre, et conduit à 15 km à Kati, et c'était le coup d'État. Là, on n'est pas on attend le Conseil constitutionnel, on attend le Parlement. Là, c'est l'interruption de la vie démocratique. Et il ne faudrait pas que nous, intellectuels africains, qu'on entretienne l'amalgame entre une situation de coup d'État et une situation de tension dans un jeu normal. Regardez l'Italie. Combien de fois le Parlement italien a été forcé d'aller à la motion. Combien de fois les députés se sont bagarrés, mais ça reste la démocratie. Et l'expression par excellence de la démocratie se passe au sein de l'hémicycle. Ce qui s'est passé au Niger, mais le président Eli, il est en prison. On n'arrive pas à le libérer. Donc ce n'est pas, quand même, ce serait insulter la démocratie que de dire que ce qui se passe au Niger, c'est la même chose, ou même d'essayer de comparer le Niger et le Sénégal. Et que dire alors du Burkina Faso, à chacun son demi-pas, comme disent les jeunes dans les réseaux sociaux. Là aussi, c'est un président qui a été renversé, qui a été... c'est-à-dire, on est dans des situations quand même extrêmes où les institutions démocratiques sont suspendues, où la liberté d'expression n'existe pas, où on ne peut manifester, où on ne peut pas manifester, où les parlementaires ne peuvent pas se réunir. Donc, et là, c'est là où le protocole additionnel sur la démocratie et les droits de l'homme de la CEDEAO, il est complètement
il entre en ligne de compte parce que là, quand même, on est dans des cas de violation manifeste de la démocratie. Au Sénégal, je pense qu'il y a une crise politique, encore une fois, qui dure depuis très longtemps entre les acteurs politiques, mais heureusement que les institutions fonctionnent. C'est pourquoi on peut dire qu'il y a une exception sénégalaise qui reste et qui demeure et qui a été confortée hier par cette décision du Conseil constitutionnel. Alors, oui, Révo. En fait, je vais juste réagir par rapport à ce que Adama vient de dire. Effectivement, Adama, je suis d'accord. Comparaison n'est pas raison. Je pense ici, toi et moi, on a débattu ici sur la question, c'était est-ce qu'une prise de pouvoir par la junte est légitime et est-ce qu'une prise, faire le troisième mandat, changer la constitution, est-ce que c'est légitime? Tout à fait. Et j'ai dit ici, effectivement, que moi, je condamne avec autant de vigueur le putsch que quelqu'un qui manipule la Constitution, parce que ça, c'est exactement la même finalité. On essaie d'habiller. Je trouve qu'il ne faut pas qu'on se trompe du moins de sujet de fond pour moi. Peut-être que Gilles pourra nous apporter des éléments. Il ne faut pas, comme j'ai dit tout à l'heure à l'entame de l'émission, Dominique, le fait que le Conseil constitutionnel a rendu cette décision, il n'y a rien d'extraordinaire. Un chauffeur de taxi conduit le taxi, du moins c'est son métier. Vous montez dans le taxi, il vous amène à bon port, du moins c'est son métier. Sauf si le chauffeur, c'est la première fois qu'il arrive à bon port. Effectivement. Mais maintenant, le Conseil constitutionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, les textes dont on parle, Gilles tout à l'heure évoquait l'actuel ministre de la Justice, peut-être... Il va vraiment, l'actuel ministre, même l'actuel aussi, mais bref, l'ex-ministre de la Justice qui est actuel ministre des Affaires étrangères, qui est professeur de droit. C'est-à-dire que je rappelle, il est professeur de droit, c'est-à-dire qu'il est agrégé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est censé connaître en fait le droit. L'article, je vous cite, 27 Constitution sénégalaise, l'article 103. C'est limpide, ça ne souffre d'aucune interprétation. Des fois, effectivement, dans les textes, il y a les ou, il y a les conjonctions de coordination qui est ou et, on peut jouer, ou le verbe impératif, conditionnel. Là, c'est limpide. Donc, les choses, en fait, doivent être claires, Adama. Maintenant, sur ce que tu dis, le Sénégal, il ne faut pas que cette décision que tout le monde appelle historique, mais justement, c'est ça qui pose problème pour moi. On devrait justement se poser cette question-là. Ça ne devrait pas être historique, en fait. Ça doit être la norme. C'est une première. Mais c'est ça. D'ailleurs, hier, j'ai écouté l'ex-premier ministre Boun Abdallah Dionne. Oui. Lui aussi, il dit que non, que c'est la première fois qu'il entend ça. Pour moi, c'est un aveu cinglant. C'est incroyable. Ça devrait être la norme. Gilles, tout à l'heure, évoque l'exemple du Bénin. Quand on lit le droit, quand vous ne respectez pas le droit, on amène, on leur demande du moins de lire le droit. Mais ce que je dis juste par là, c'est que il ne faut pas qu'au Sénégal, on pense que le Conseil constitutionnel a rendu cette décision-là et qu'il n'y a pas de crise. Pour moi, il y a une véritable crise. Il va falloir finalement revoir ça après le 25. Peut-être une des propositions que Gilles a évoquées tout à l'heure sur la limitation du pouvoir de président, ça c'en est un. Mais pour moi, l'autre question, c'est que fait le Parlement, bon sang? Depuis 20 ans que ce groupe libéraux qui sont au Parlement, qu'on me cite, donc là je suis large, depuis 2000, nous sommes en 2024, qu'on me cite, que les internautes viennent commenter demain cette vidéo-là, qu'on me cite une loi votée au Sénégal qui va dans le sens de l'amélioration de la vie du quotidien de la population. C'est très grave ce que vous dites. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, je mets au défi. Grave. C'est-à-dire que quelles sont les lois qui sont votées, c'est-à-dire qu'à la marge, c'est-à-dire que oui, la loi contre le tabac, mais ce que je veux dire, combien de le nombre de lois votées par le Parlement. Et là, l'autre point que je dis en fait par rapport à la crise institutionnelle, c'est que quel est le rôle de ce Parlement? Parce qu'aujourd'hui, et puis je finis dessus, on a échangé ici également, Adama. Pour moi, le problème de nos parlements, c'est qu'ils ne votent plus rien. Ils votent juste que 2 lois. La loi fiscale et la loi pénale. C'est les justes, en fait, qui font. Le reste, c'est juste la transposition des dispositifs extra-nationaux qu'on doit transposer, en fait, dans le droit. Et donc là, ça pose le problème de la démocratie. À quoi sert ce Parlement? Là, on a bien vu, Adama l'a évoqué, effectivement, au début de notre discussion. Effectivement, les deux, on ne peut pas empêcher les personnes de voter, ça je suis parfaitement d'accord avec toi Adama, mais néanmoins aussi, on ne peut pas faire de moins ce qu'on a vu à l'Assemblée, c'est-à-dire que vous êtes élu, le peuple, là je parle des députés du PDS, vous êtes parti avec les gens de l'opposition, entre parenthèses, Yewwi Askan Wi, vous arrivez à l'Assemblée nationale,
Vous laissez tomber tout ça et vous partez finalement d'un autre côté, vous changez de groupe. Bref, tout ça, ça pose problème en fait. C'est la politique. Et donc du coup, oui, mais c'est la politique. Mais à un moment donné aussi, Dominique, la politique doit être régie par des règles. C'est ça que je dis. Peut-être c'est ça, ou peut-être on va attendre Gilles réagir. C'est-à-dire que le rôle du Parlement, c'est pour moi un vrai sujet. Je ne sais pas si vous avez également réfléchi comment il faudrait peut-être renforcer le rôle du Parlement et que ça ne soit plus une coquille vide. Parce que, et puis je finis vraiment dessus, depuis qu'il y a eu une sorte de, pas une cohabitation, parce que ça c'est le mot qu'on utilise en général au Sénégal, on a bien vu que ça ne marchait plus. C'est-à-dire que c'était un Parlement habitué toujours, en fait, un sort de Parlement, vous le dites en fait, et eux ils suivent juste, sans réfléchir. Guy Marius Sagna a dit que le Parlement n'a plus voté le budget du mois de Parlement depuis, depuis 5 ans. Est-ce que ça c'est sérieux? Non, c'est pas vrai. Le Parlement, chaque année, a voté le budget, a voté la loi de finances. Il faut quand même, il faut être factuel. Le Parlement du Sénégal a toujours voté des lois. Moi, dans le domaine économique, je peux évoquer la loi sur les PPP. Je parle du contrôle du Parlement demain. Je parle pas de la loi de finances. Mais le contrôle je parle pas de la loi de finances. Mais vous n'avez pas vu à chaque fois le débat que cela suscite quand le ministre des Finances vient présenter le projet de loi de finances. Mais le débat est ahurissant. On débat sur la dette, on débat sur les affectations budgétaires, mais quand même, je vous renvoie juste au site internet des médias sénégalais. Le débat, il est public, il est retransmis par la RTS et il est passionnant aussi. Donc, il y a vraiment un débat. Et moi, je ne vois pas au Sénégal le Parlement vraiment chambre enregistreuse. Au contraire, je vois un vrai débat avec malheureusement de temps en temps des échauffourées. Et c'est là où je déplore, je me dis qu'il y a un problème de culture démocratique. Parce que autant on peut avoir la loi, autant les institutions peuvent bien fonctionner, il faut aussi que du côté des citoyens, du côté des élus, une culture démocratique. C'est-à-dire que ma liberté s'arrête là où commence la tienne. Je peux exercer mon contrôle démocratique, et c'est tant mieux. Je peux m'opposer à une loi, mais je ne dois pas empêcher le vote. Ou bien je ne dois pas venir surplomber le président du Parlement dans l'intention de l'intimider ou de lui arracher le micro. Il y a des actes qu'on a vus au Parlement, à travers la télé, qui montrent quand même que quelque part, le peuple sénégalais est beaucoup plus mûr que l'élite qui la représente dans les instances parlementaires. Alors, donc, on va revenir un peu sur la décision du Conseil constitutionnel. Tout à l'heure, Rivo était en train de remettre en question le côté historique. Vous partagez cet avis ou pas? Alors, je ne le partage pas entièrement, mais je reviendrai aussi sur les éléments sur le Parlement, parce que je pense que c'est un sujet très important. Mais sur le Conseil constitutionnel, à nouveau, ça ne devrait pas être historique, ça je suis totalement d'accord, parce que le Conseil constitutionnel n'a fait que son travail. Mais comme de fait, de par la construction, les systèmes politiques que nous avons des institutions généralement de contre-pouvoir qui ne s'opposent pas à la volonté présidentielle. Et parce qu'il ne faut pas oublier que les membres d'un Conseil constitutionnel sont des êtres humains qui sont sous pression. On espère bien en tout cas. On espère bien. Parce qu'on n'avait pas toujours l'impression en fait, que ce sont les êtres humains, parce que la manière dont... On imagine pas le nombre de coups de fil, les pressions diverses qu'ils peuvent subir. Et à nouveau, dès le départ, vous ne maximisez pas les chances, disons, de protection de l'indépendance des membres d'une juridiction constitutionnelle, vous exposez justement ces membres à beaucoup plus de pression. Lorsque vous avez dès le début réfléchi à la composition de la juridiction constitutionnelle, ce que j'expliquais tout à l'heure, vous avez plus de chances d'avoir des gens qui sont d'une certaine manière réellement libérés, qui se concentrent sur leur rôle. Et à nouveau, on ne peut pas réfléchir sur nos institutions politiques en faisant fi de toutes les autres dimensions, y compris du fonctionnement de notre économie. Un des éléments clés aussi qui renforce le pouvoir du président, c'est parce que l'accès au pouvoir politique donne les clés du pouvoir économique, et que même les acteurs économiques dans nos pays ne sont pas totalement indépendants des États, compte tenu de l'importance de la commande publique. Si vous avez une économie qui est beaucoup plus décentralisée, où les entrepreneurs ne sont pas tous des clients, les grands entrepreneurs aussi des clients des États, en réalité, ils peuvent avoir toute leur liberté dans leur prise de position politique. Ce n'est pas tout à fait le cas pour la plupart des économies dans la région. Donc, je crois qu'il faut regarder la question
de l'intégrité des membres des juridictions constitutionnelles. Et je pense qu'il faut aussi bien se rendre compte à nouveau de l'intensité des pressions qu'ils peuvent subir dans des systèmes où on pense que le président est tout puissant. Et je rappelle, on ne le dit peut-être pas assez, la réalité aussi de la situation au Sénégal, c'est un verrouillage sécuritaire qui est quand même énorme. On n'en parle pas assez, c'est très bien fait, mais les gendarmes sont absolument partout, ils sont organisés, ils sont équipés. Je pense qu'ils n'ont jamais été aussi bien équipés que maintenant. Ça leur permet de pouvoir, malgré tout, en réalité, limiter les dégâts humains. Il y en a beaucoup depuis mars 2021, mais ce serait pire s'ils n'étaient pas équipés et s'ils n'avaient pas la formation qui leur permet de réagir sans tirer, heureusement, tout le temps à balles réelles. Mais la réalité, c'est aussi celle-là. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison. N'oublions pas cela. Et donc, tout cela décrit un environnement... Et il y a eu récemment aussi beaucoup de libérations. Très récemment, enfin, Oui, ça très date de récemment, il y a eu très peu de On libérations. l'a annoncé encore aussi dans la semaine. Oui, mais par rapport à 1 millier de personnes dont beaucoup ont été arrêtés, certains qui n'étaient pas des manifestants, je suis désolé, c'est un véritable problème. Ça veut dire que vous avez la possibilité à tout moment d'être arrêté. C'est un signal qui est donné par les pouvoirs lorsqu'on arrête beaucoup. C'est pas simplement pour coffrer les gens, c'est aussi pour donner le signal aux autres de se tenir tranquille. Et je pense que ça, c'est aussi un élément très important. Et donc tout cela fait partie du contexte dans lequel le Conseil constitutionnel devait prendre une décision. Et c'est pour ça qu'il faut quand même saluer le fait que le Conseil constitutionnel a pris cette décision-là, parce que ce sont des hommes et des... Je ne sais pas s'il y a une femme du Conseil. Il y a une femme. Il y a une femme, oui, une parmi seule, les voilà, sept, oui. minorité, mais qui sont à nouveau aussi, qui tiennent compte de cet environnement sécuritaire, des pressions qu'il peut y avoir, pas sur eux directement, mais sur leurs proches. Je pense qu'il faut être conscient aussi de ce que du pouvoir réellement lorsque quelqu'un a le pouvoir, l'État, c'est une force énorme de pression sur les individus. Mais je voulais revenir sur le Parlement, parce que oui, il y a tout un bloc dans nos recommandations qui visait à renforcer les parlements. Bon. Renforcer les parlements, de mon point de vue, ce n'est pas d'ailleurs seulement pousser les députés à voter des lois, etc. Mais il faut aussi de la capacité. On a des parlements où vous n'avez pas en réalité une administration parlementaire avec, par exemple, un service de recherche. J'étais il y a quelques mois au Ghana, au Parlement ghanéen, vous avez une sorte de petit think tank au sein du Parlement qui va aller justement faire de l'induction, c'est-à-dire que quand de nouveaux parlementaires arrivent à l'Assemblée nationale, ils vont devoir apprendre. Et donc, il y a un service qui est là pour leur permettre, disons, de savoir quel est le travail du parlementaire, etc. Et sur chacun des dossiers économiques, des dossiers techniques, etc., le député n'est qu'un représentant du peuple. Il n'arrive pas au Parlement parce qu'il est compétent sur telle ou telle question. C'est la représentation du peuple. Donc, il faut derrière qu'il y ait des assistants parlementaires. Et ce que nous avons proposé, c'est, vous avez des étudiants qui sont formés dans différentes matières, mais créons de véritables services au niveau de l'Assemblée nationale où vous avez au moins la possibilité d'avoir des fonctionnaires du Parlement qui sont là pour aider les députés et qui vont contribuer à l'amélioration de manière générale du travail parlementaire. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que moi, malheureusement, je ne crois pas trop aux vertus de l'élection. Malheureusement, c'est un vaste débat. Pour l'instant, il n'y a pas d'alternative aux élections pour choisir des représentants. Mais on voit bien que dans notre contexte en particulier, y compris technologique aujourd'hui, partout dans le monde, vous avez tellement de possibilités de manipuler des élections. Si vous ne donnez pas suffisamment d'informations aux électeurs, sur quelle base ils prennent la décision pour élire le député, les députés, même le président qu'on choisit, c'est sur la base de l'offre politique. Si l'offre politique est mauvaise, vous choisissez, disons, parmi ceux qui existent. Donc c'est pour ça que nous, on insiste beaucoup sur le fait, oui, améliorons les processus électoraux, y compris pour les élections des députés, mais ne soyons pas très optimistes sur la capacité des députés à défendre strictement l'intérêt des populations, parce que ce sont des hommes et des femmes. Une fois qu'ils sont dans cette position-là, on ne contrôle plus totalement ce qui guide leur action au quotidien. C'est pour ça qu'il faut construire autre chose. Et nous avons proposé, au-delà des juridictions constitutionnelles, les institutions de contrôle de l'argent, c'est extrêmement important. On est aussi dans des environnements extrêmement corrompus. Donc, il faut renforcer tout ce qui est Cour des comptes, auditeur général, bureau du vérificateur général, tel qu'on les appelle dans certains pays. Ce sont des institutions absolument fondamentales également pour réduire en réalité le pouvoir, disons, de l'exécutif. Le dernier élément, c'est le débat public. Nous proposons
à la place des conseils économiques, sociaux, environnementaux qui existent partout, on ne sait pas toujours exactement ce qu'ils apportent, ayons une nouvelle institution qui est chargée de l'éducation civique de manière permanente, qui va améliorer la demande émanant des citoyens d'une meilleure qualité du jeu politique. Et cette institution pourrait aussi avoir pour mandat d'organiser annuellement des débats citoyens. Ça, c'est le travail sur la participation des citoyens qui est indépendant du travail des parlementaires. Et je pense que là, on va pouvoir avoir chaque année, par exemple, un débat sur la politique de sécurité du Sénégal, sur les affaires étrangères, sur l'économie, avec la participation d'entrepreneurs, etc., et de la société civile. Là, on peut revitaliser la démocratie et lui donner un sens réellement qui revient à son sens originel. Ce n'est pas simplement le pouvoir par le peuple, c'est aussi dans l'intérêt du peuple. Ok. Dominique, est-ce que tu peux poser la question peut-être à Adama et puis à Gilles aussi? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de l'intrusion des Américains, de l'Union européenne, justement, dans notre crise? Voilà, ces institutions, soit entre guillemets, communauté internationale dans notre crise. Peut-être, je ne sais pas... Oui, un mot là-dessus. Là aussi, je crois qu'il faut, d'une part, être conséquent et être factuel, c'est-à-dire que avec l'Union européenne, par exemple, vous avez un cadre de coopération avec les pays africains. Dans ce cadre de coopération, vous avez des questions économiques, mais vous avez aussi des questions politiques, parce que l'Union européenne a choisi d'incarner un certain nombre de valeurs, c'est ce qu'elle défend aussi dans le monde. Et si les pays africains ont accepté ce cadre de coopération qui prévoit un dialogue sur les questions de droits humains, d'état de droit, etc., évidemment, après, il faut respecter les engagements. Donc, si vous n'avez pas un cadre de coopération qui prévoit, disons, une discussion et donc possible intrusion, comme vous dites, de l'Union européenne dans les questions politiques, évidemment, ils ne vont pas réagir aux situations politiques nationales. Je ne pense pas que l'Union européenne fasse la même chose pour tous les pays dans le monde. Lorsque vous n'avez pas du tout un cadre de coopération avec des pays asiatiques, ils font leurs élections s'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Mais si on accepte un cadre de coopération qui a un volet économique, mais qui a aussi un volet politique droits de l'homme, évidemment, il faut respecter ce cadre-là. Donc, il faut être conséquent. Si on ne veut plus de cette immixtion, qu'on renégocie et on dit, on discute que de développement, de flux commerciaux, etc. C'est tout à fait possible. Mais une fois qu'il y a un cadre, il faut les respecter. L'autre élément, par rapport aux puissances, ce que je dis souvent, c'est que on peut dire ce qu'on veut, on ne va jamais empêcher la France de défendre ses intérêts et de travailler à comprendre ce qui se passe dans chacun des pays dans lesquels elle a des intérêts ou elle pourrait avoir des intérêts. On ne va pas les empêcher de réfléchir à nos pays. Si on ne le fait pas, nous, c'est notre problème. Les Américains, pareil. Les Chinois font pareil. Les Turcs font pareil. Aujourd'hui, je peux vous assurer que la situation au Sénégal, vous avez non seulement beaucoup de pays, des diplomates qui suivent au quotidien, travaillent au quotidien pour suivre ce qui se passe, qui essaient de s'informer, d'ailleurs, qui, eux, pensent souvent à nous consulter en tant que think tank, etc., ce que ne font pas la plupart des gouvernements ou des organisations de la région, mais si les diplomates le font, évidemment, ils le font d'abord, ensuite, pour savoir ce que ça signifie pour leurs intérêts, et c'est légitime. De toute façon, qu'on soit content ou pas, c'est le travail qu'ils font par rapport aussi au mandat que leur donne leur peuple, de défendre leurs intérêts à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc les États-Unis font pareil, la Chine fait pareil, c'est simplement les méthodes qui sont différentes. C'est à nous aussi de construire nos capacités de réflexion stratégique. Alors la réaction de la communauté internationale, intrusion ou position légitime, M. Wade? Écoutez, qui paye commande. À partir du moment que vous acceptez que votre processus électoral soit financé à 70% ou 40% par l'Union européenne, c'est normal qu'elle réclame des comptes, y compris les États-Unis. Maintenant, je constate quand même le grand décalage entre la position américaine sur le Sénégal et cette même Amérique, sa position par rapport à d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, comme la Turquie, comme d'autres alliés. Il y a un vrai problème de souveraineté. C'est là où tous les souverainistes qui souvent se mettent en exergue sur d'autres sujets, c'est là où il y a un problème. C'est qu'un pays comme le Sénégal, qui est dans une crise politique, et vous avez des injonctions qui viennent de Washington, vous devez organiser les élections, vous devez vous en tenir. Mais écoutez, le Sénégal l'a montré en n'écoutant pas ces injonctions, en n'acceptant pas, par exemple, que le président de la CEDEAO, parce que oui, le président Tinubu vienne, parce que ça allait en même temps envenimer la situation et n'apporter aucune solution. La vraie solution, elle est endogène.
Moi, je suis persuadé que le Sénégal est une grande démocratie. Elle vient de le montrer encore hier. Elle le montre depuis très longtemps. C'est un pays où il y a un débat permanent. Ce qui est à déplorer, c'est une violence de la politique sénégalaise. C'est-à-dire la scène politique aujourd'hui, elle est investie par des moyens non démocratiques. Ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on ne peut pas être démocrate et aussi prôner des moyens non démocratiques de conquête du pouvoir ou de contestation du pouvoir. Maintenant, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'économie, c'est l'économie qui est le maître mot. Le fait qu'au Sénégal, pour exister, un entrepreneur soit obligé de passer par la commande publique et seulement par la commande publique fait que, effectivement, les horizons sont très limités. Donc, vous êtes obligé de faire allégeance quelque part, directement ou indirectement. Et vous devez aussi soit faire allégeance à des forces, un petit peu, je veux dire, au pouvoir politique ou au pouvoir religieux. Ça passe aussi par le pouvoir religieux. Donc, ça limite un peu comment dire, ça limite un peu l'exercice aussi, le champ démocratique. Mais peut-être, cher Gilles Yaby, peut-être que c'est l'économie qui précède la démocratie finalement dans nos sociétés. Parce que le problème, c'est finalement l'économie. Les citoyens ont des pouvoirs économiques très faibles, donc ils sont susceptibles à être intéressés par le t-shirt ou le sandwich électoral, comme on le dit un peu partout. Les opérateurs économiques d'eux-mêmes, ils n'ont pas d'autres horizons, sauf l'État. Finalement, on se demande, est-ce que dans un État de faible développement économique, on peut avoir une vraie démocratie? Alors, donc, la question est la posée. question posée effectivement ok. au think Avant tank. d'aborder le volet économique. Oui, D'accord. effectivement. Oui, c'est un vaste sujet, alors ça demandera, je pense, un autre débat, ce serait bien d'avoir... Je rappelle qu'on est dans le dernier virage de l'émission, donc on va y aller un peu vite. Oui, justement, mais ça, c'est une discussion très, très vieille entre les économistes, mais aussi d'autres spécialistes pour savoir le lien entre l'économie, le développement économique et la démocratie. Bon, je pense que pour moi, ce qu'il faut dire, c'est deux choses. Premièrement, on n'a pas de preuve que le choix du système politique est déterminant pour l'amélioration des conditions économiques. Donc, il n'y a pas un lien automatique entre démocratie, par exemple, et développement économique. On a des pays démocratiques qui se développent économiquement et on a des pays pas vraiment démocratiques qui se développent économiquement. Et donc, je crois que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour moi, il ne s'agit pas de faire de la démocratie un élément pour le développement économique, ou en tout cas de défendre la démocratie seulement parce que la démocratie conduirait au développement économique. Je crois que nous sommes des êtres humains, nous avons énormément de besoins. Pour les pays qui ont vécu sous des régimes autoritaires, et beaucoup de jeunes aujourd'hui sur le continent oublient que les régimes militaires ne sont pas une nouveauté, on a connu cela pendant longtemps. Ils ont été pour la plupart à la fois répressifs pour les libertés individuelles, beaucoup de morts, beaucoup de gens en prison. Généralement, on n'aime pas ça, qu'on soit asiatique, africain, on n'aime pas généralement être dans une situation de vulnérabilité par rapport à un pouvoir. Et deuxièmement, ils ont été aussi incompétents du point de vue de la production des biens et services, sinon on ne serait pas aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes dans les pays du Sahel et dans la plupart des pays de la région. La situation économique dans laquelle nous sommes ne sont pas le résultat des 5 dernières années. Comme je le dis souvent, c'est le résultat des 10, 15, 20, 30 dernières années. Si vous prenez les pays du Sahel et même un pays comme le Sénégal, dans les zones rurales, vous voyez très peu de transformation. Et ça, c'est un échec très important. Donc, je crois que sur ce sujet démocratie et développement économique, c'est trop simpliste de dire, voilà, on ne peut pas travailler sur la démocratie tant qu'on n'a pas peut-être un niveau de revenu élevé. En fait, en termes de chiffres, la plus grande démocratie du monde, l'Inde, c'est pas un pays à revenus très élevés. Et un économiste indien, Amartya Sen, que j'aime beaucoup, prix Nobel, avait expliqué que dans un système démocratique, par exemple, vous avez beaucoup plus de chances d'éviter la famine. C'est extrêmement difficile dans un pays démocratique, même s'il est pauvre, d'avoir de la famine dans une région, parce que le système politique démocratique va permettre justement aux gens de s'exprimer et va obliger à une forme de solidarité. Alors que si vous avez un régime autoritaire, vous pouvez avoir de la famine dans une partie du pays et vous pouvez même avoir des pouvoirs qui vont s'assurer qu'une région est parfaitement installée dans la famine si cela va dans son intérêt politique. Donc moi, je crois fondamentalement à la démocratie, mais je pense qu'on doit être beaucoup plus ambitieux à nouveau dans ce qu'on met dans la démocratie et qu'on doit être extrêmement libre
dans notre manière de réfléchir aujourd'hui aux institutions qu'il nous faut dans la région. Alors donc c'est sur cette phrase qui nous introduit dans le volet économique. Donc la décision du président Macky Sall le 3 février, la décision du Conseil constitutionnel du 15 février. Alors quel impact sur l'économie du pays? Bon, il y a les impacts à court terme. Je pense que Mawad, Financial Afrique, s'y connaît beaucoup mieux que moi. Et les impacts, évidemment, de perturbation lorsque vous avez des manifestations, mais lorsque vous avez aussi la coupure Internet, où au fond, le pouvoir, on décide, on nous montre qu'on peut couper quand on veut, remettre quand on veut. Enfin, bon, tout cela, évidemment, ne favorise pas l'économie, en particulier tous les petits entrepreneurs qui dépendent aujourd'hui dans les services de l'accès à l'Internet mobile. Je rappelle que la grande majorité des populations ont accès à l'Internet à travers leur téléphone et pas parce qu'ils ont un Wi-Fi à la maison. Donc il y a bien sûr toute une série d'impacts économiques négatifs à court terme, mais je pense que l'impact à moyen terme est encore plus important. Les investisseurs aujourd'hui, étrangers comme sénégalais, évidemment ils attendent, puisque pour eux il y avait une élection, il y avait un calendrier, on met un peu la pause et on s'attend à relancer peut-être après l'élection. Dès lors que vous ne savez plus lorsque l'élection a lieu, en fait vous avez toute une année qui était complètement perturbé par la décision du président, un agenda bousculé pendant une année dans un pays où il y a des besoins économiques importants et où il y a des investissements qui doivent être faits. Alors, la réaction de la communauté internationale, une intrusion, une position légitime? Alors, la réaction de la communauté internationale, comme je l'ai dit, franchement, qui paye commande. Ça, c'est un principe vieux. À partir du moment que vous acceptez qu'un pays ou une entité vous accorde 70% ou 40% ou même 10% de votre budget électoral, attendez-vous à ce que cette entité puisse aussi avoir droit au chapitre en vous demandant des comptes. Donc là, je comprends, il n'y a rien de nouveau. Par contre, peut-être il faudrait que, du point de vue responsabilité, même nous, de nos États, qu'on puisse quand même avoir plus de souveraineté dans nos propres affaires. Parce que là, il s'agit d'une élection qui se passe au Sénégal. Et sur le plan politique, j'ai vu une réaction américaine qui est, à mon avis, aux antipodes de ce qui se passe au Sénégal. Si on avait suivi les États-Unis, on ne serait jamais sorti de la crise. Si on suivait l'Union européenne, on ne va jamais sortir de la crise parce qu'ils sont dans leurs propres agendas. L'agenda sénégalo-sénégalais, il est endogène. Et hier, le Conseil constitutionnel l'a montré. L'impulsion du changement doit venir de l'intérieur du pays. Et là, c'est la conjonction des forces au Sénégal qui a accouché de cette décision historique encore. J'insiste sur le mot historique, même si mon cher Rivo, je sais qu'il préfère ordinaire, c'est un chauffeur, mais c'est un chauffeur qui, pour une fois, est arrivé à faire une bonne course. Voilà. Donc, nous poursuivons dans ce débat, coup d'État constitutionnel ou crise politique. Nous allons aborder le dernier volet. Donc, en définitive, en conclusion, en somme, le Sénégal, est-ce une grande démocratie ou pas? Alors, je crois à nouveau, lorsqu'on est dans une perspective, en tout cas, qui est celle d'un cercle de réflexion, d'un think tank, qui estime que la situation en Afrique de l'Ouest, même élargie sur le continent, elle n'est pas bonne sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan économique, dans beaucoup de pays. Et lorsqu'on connaît la démographie de notre continent, les drames de l'immigration, etc., on doit être très ambitieux et être extrêmement factuel sur la réalité. Donc, pour moi, grande démocratie, je pense que c'est une démocratie en construction, comme beaucoup de démocraties en Afrique et dans le monde. Je pense d'ailleurs que dans les vieilles démocraties aussi, il y a des retours qui sont possibles, de la régression. On n'est pas dans un grand moment de manière générale au niveau mondial pour la démocratie. On n'a jamais quasiment été dans une situation où on a autant, en réalité, une partie aussi importante de la population mondiale qui vit dans des pays où on n'a pas en réalité de démocratie effective. Donc, il y a un problème global et je pense que le Sénégal n'a jamais été une sorte de démocratie parfaite, contrairement à ce qu'on entend parfois. C'est une démocratie en construction. Il y a eu des crises politiques par le passé. Il y a eu la transmission de pouvoir de Senghor à
à Diouf, c'était pas tout à fait, c'était une transmission, disons, et il n'y a pas eu pendant longtemps un parti extrêmement dominant. Donc, il faut être nuancé sur... Il y a eu même une période où Senghor a gagné les élections à 100%. Même. Oui, voilà, exactement. Donc voilà, il y a une histoire politique du Sénégal, comme de tous les pays, qu'il faut regarder, qu'il faut nuancer, qu'il faut apprécier. Ce que je voudrais dire par contre aussi, c'est que en Afrique de l'Ouest en particulier, j'aime rappeler parfois aux francophones que l'Afrique de l'Ouest, c'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest francophone. Et lorsqu'on parle de démocratie, par exemple, aujourd'hui et depuis plusieurs années, il y a un pays qui est petit, certes, qui est un peu perdu dans l'océan, mais qui est pas loin du Sénégal, c'est le Cap-Vert. Pour moi, il est bien au-dessus de tous les autres en termes de gouvernance démocratique. Le rapport entre les gouvernants et les gouvernés au Cap-Vert, il est extrêmement simple. Vous pouvez discuter avec le Premier ministre, voir avec le président. Vous avez une forme de sobriété dans la pratique du pouvoir. Vous avez des élections parfois qui se gagnent avec quelques centaines de voix près. Le résultat est respecté. Je pense qu'il y a des choses à aller chercher du côté du Cap-Vert en termes de gouvernance démocratique au quotidien. Et ce n'est pas tout à fait cette pratique du pouvoir qu'on observe par exemple au Sénégal. Les autres pays comme le Ghana aussi, je pense en termes de pratique, d'habitude des élections et d'habitude de changement d'alternance et de fonctionnement aussi des institutions. Je pense que c'est quand même un fonctionnement qui est là aussi un peu au-dessus de celui du Sénégal. Après, oui, un pays comme le Bénin a été aussi souvent érigé en modèle. Il y a quand même eu des évolutions sur le plan politique qui ne sont pas très rassurantes. On ne peut pas dire aujourd'hui que le Bénin soit une sorte de modèle démocratique aussi. Un bon modèle de démocratie libérale, cher Julien. En fait, bon, c'est une vision particulière. Au moins sur le plan de l'alternance, le président au Bénin a rappelé que la constitution béninoise verrouille, je pense, c'est le verrouillage qui semble le plus parfait, puisque au Bénin, on ne peut pas en gros faire plus de 2 mandats de sa vie. C'est ce qui est il quittera en 2026. L'actuelle constitution, donc le président Talon devrait partir en 2026, mais se posera la question lorsqu'on a une telle concentration du pouvoir, même lorsqu'on part, qu'est-ce qu'on laisse en termes de solidité des institutions. Et je pense que cette question, en réalité, est déjà aussi posée au Bénin aujourd'hui, et ça nous ramène à l'importance des institutions, ça nous ramène à l'importance de travailler sur l'intégrité au niveau des acteurs politiques, mais aussi à la base de la société. Parce que malheureusement, je pense que le comportement des acteurs politiques finit par rejaillir sur l'ensemble de nos sociétés. On a un travail important à faire en termes d'éducation également. Alors, comme je le disais tantôt, le Sénégal est-il encore une grande démocratie, comme certains le disent? En réalité, il n'y a pas une démocratie achevée dans le monde. La France a eu sa révolution en 1789. Elle a coupé la tête d'un roi pour avoir finalement la tête d'un empire. Elle a dû passer par 5 républiques et encore, elle est une démocratie concentrée entre les mains d'un président de la République. Donc, il y a un hyper-présidentialisme que nous avons ici et qui est hérité de cette 5e République et qui correspond un petit peu aussi à la forme incarnée du roi africain, du chef de village africain qui concentre tout le pouvoir. Et on se reportait à sa sagesse, j'ai envie de dire aussi à l'arbitraire de sa sagesse. Donc c'est une démocratie en évolution. Ce qui me rassure sur le Sénégal, c'est que les institutions fonctionnent normalement. Ce qui m'inquiète sur le Sénégal, c'est que le citoyen, la rue sénégalaise, elle s'exprime de manière très peu démocratique. Et je le vois dans les débats politiques, les débats sont violents, les échanges sont violents. Il y a un recul de la culture démocratique, c'est-à-dire un recul même des formes de contestation démocratique. Le rapport de force est érigé de plus en plus en instrument de contestation, voire de conquête du pouvoir. Je pense que l'exemple malien a fait des émules. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y a aucune situation qui est réversible en démocratie. Les États-Unis avec le Capitole. Donc je pense qu'on est dans un moment où la demande sécuritaire, la demande économique, la demande de la protection sociale dans un état de droit l'emporte beaucoup plus sur la démocratie comme la démocratie en soi. Voilà. Oui, Rivo. Je suis heureux d'entendre la demande sur sa moi, j'élargirais peut-être un petit peu plus. Est-ce que le Sénégal serait une démocratie? Si on pose la question aujourd'hui à ceux qui sont emprisonnés injustement,
est-ce que le Sénégal est une démocratie? Si Alors, on pose- quand vous dites injustement, ça veut dire que vous êtes le juge. Non, mais c'est-à-dire on peut révoquer injustement, tous les juges. la preuve, on les libère et sans qu'il y ait un procès. Non, il y Non, mais on a, les il y libère a sans un qu'il y ait un millier de procès. prisonniers, je Oui. pense que c'est des cas différents. C'est quand ce que même. j'ai dit, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que Voilà. on pose la question, le Sénégal est-il une démocratie avec ces personnes qu'on a mis en prison injustement? Avec Si c'était- des personnes Non, mais- qui sont emprisonnées injustement. Mais je le redis, est-ce que la Sénégal est une démocratie? Je Le repose Sénégal. la question. Est-ce que le Sénégal est une démocratie au fin fond de Bakel où les gens n'ont pas accès à l'eau? Je pose la question, est-ce que le Sénégal est une démocratie au fin fond de Kédougou, la région où la mine d'or du Sénégal est extraite et où c'est la région la plus pauvre du Sénégal? Je pose la question à ceux de Casamance, c'est-à-dire qu'est-ce que le Sénégal est une démocratie? Depuis 6 mois, on le prive en fait leur seul moyen de... Ce que je veux dire juste par là, c'est il faut qu'au Sénégal, il faut qu'on arrête avec ces mots. Je sais que le Sénégal était le bon élève. C'était le bon élève, Était. c'était la marque, était pour moi. Et ça a toujours été. En fait, c'est juste l'arbre, c'est-à-dire que c'est juste l'arbre qui cachait la forêt. Si le Sénégal était réellement une démocratie, nous n'en serons pas là aujourd'hui, clairement. On n'aurait pas eu des morts, on n'aurait pas des gens ici... Est-ce que les États-Unis est une démocratie, au passage? Mais je ne peux pas me prononcer sur ça, Adama. Il y a Moi, je ne pas suis pas d'autre- américain. Moi, je suis pas américain. C'est-à-dire que là, je me place en tant qu'Africain. Donc, moi, je suis malgache qui vit au Sénégal, donc je me considère comme Sénégalais, parce que je vis du moins dans ce pays. Sur ta question, je ne peux pas me prononcer. Ça, peut-être, il faut poser la question aux Américains. Donc, aujourd'hui, et là, je suis avec toi, le mot démocratie, en fait, pour moi, c'est le plus important, c'est l'état de droit, ce que Adama a dit. Qu'est-ce qu'on offre à ces jeunes-là? Est-ce qu'on peut s'exprimer? Gilles, tout à l'heure, avait parlé d'effectivement aujourd'hui, on te montre clairement que si tu dépasses un peu les bornes, hop, on te met en prison. Ça, c'est la réalité. Le nier, finalement, serait finalement que ne pas vivre, du moins dans ce pays. Donc, pour moi, le Sénégal, c'est là, je dis, il y a l'avant et l'après. Et je pense que ceux qui vont prendre le pouvoir par la suite, ils auront véritablement du travail. Dans le sens où il y a aussi cette catégorie qu'on n'a pas parlé, des milliardaires politiciens. Des milliardaires politiciens et des fonctionnaires milliardaires. Je pense que il y a beaucoup de choses du moins qu'il va falloir voir par la suite. Et pour moi, peut-être pour aller vraiment au bout de ce que la question que tu m'as demandé, Dominique, mais peut-être on n'a pas abordé, peut-être ce sera une émission, c'est derrière tout ça, c'est quoi en fait? Pour moi, c'est l'inégalité. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité qui s'accroît de manière exponentielle, et c'est là où peut-être une tendance mondiale. Il y a une oligarchie, les riches deviennent de plus en plus riches. Depuis la crise, les 2% ou 3% des personnes, Adama est là peut-être pour me confirmer, leur richesse a doublé ou a triplé par rapport à la moyenne. Et le Sénégal n'y échappe pas. C'est-à-dire qu'on a une minorité de personnes qui monopolisent tout, toutes les ressources. Aujourd'hui, une famille à Dakar, nous vivons tous sur Dakar, regardez les loyers. Est-ce que même nous travaillons, on essaie de gagner humblement notre vie, ça devient de plus en plus difficile. Alors, elle vous pose une question sur la démocratie et vous ressortez sur l'économie. Donc, ça montre que les deux sont liés. Non, mais c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que les deux, quelque part, c'est-à-dire que Gilles a dit tout à l'heure, et moi je ne suis pas un chercheur, il a dit, il n'a pas été démontré qu'il y a un lien de cause à effet entre un pays démocratique et le développement. Et le fait de ne pas être démocratique n'implique pas nécessairement finalement qu'on ne sera pas développé. Et c'est là où je pose la question, c'est-à-dire que l'état de droit, pour moi, ce n'est pas la démocratie. C'est-à-dire que l'état de droit, c'est un autre paradigme, un autre concept peut-être qu'il va falloir peut-être réfléchir justement par rapport à qu'est-ce qu'on veut du Sénégal post finalement 2 avril, finalement à la fin du mandat du président actuel. Qu'est-ce qu'on veut du Sénégal post 2 avril, post du mandat du président actuel? Donc je vous laisse à vous, M. Yabi, de boucler la boucle, le mot de la fin. Non, peut-être le mot de la fin, en rebondissant sur ce que Rivo vient de dire. Oui, il faut distinguer la démocratie et l'état de droit, mais en même temps, les deux sont intimement liés. C'est très difficile d'avoir un état de droit si vous n'avez pas un état démocratique, une société démocratique, c'est-à-dire qui accepte justement le principe que ce qui gouverne le fond dans le sens de l'intérêt général. C'est ça l'essence de la démocratie. Et l'état de droit veut dire que tous les citoyens, y compris ceux qui exercent le pouvoir, sont en fait soumis à l'autorité de la loi. Et c'est pour ça à nouveau que le rôle des juridictions constitutionnelles est extrêmement important, parce que même le président, même un État peut être justement, il est soumis lui-même à la constitution que le pays s'est donnée. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut qu'on y travaille. Et le mot de fin aussi par rapport au développement économique,
effectivement, je suis économiste de formation. Je pense que le fait de dire à nouveau qu'il n'y a pas un lien automatique entre démocratie et développement économique, je le répète très clairement, ça veut dire aussi que dans la projection qu'on doit faire de nos sociétés, on doit savoir qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, qu'est-ce qu'on veut pour les prochaines générations. Et ce qu'on veut, ce n'est pas simplement, effectivement, l'amélioration de leurs conditions économiques. Ce qu'on veut, je pense, c'est aussi qu'ils vivent dans un environnement de liberté et de sécurité. Et ça passe par l'état de droit et par la démocratie, par le fait que les gouvernants sont redevables à l'égard des populations. Gilles Olakunle Yapi, fondateur de Wati, think tank, citoyen de l'Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir été des nôtres, d'avoir répondu à toutes nos questions dans ce grand débat. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci également à Riverati Mondrezi, également à Adam Mawad. Merci, je dirais, il faut choisir ses céréales à midi et aussi pouvoir choisir aussi ses députés, puisque il faudra pas qu'on soit poussé à choisir l'un ou l'autre. Donc voilà. C'est ça la démocratie. Merci infiniment également à vous pour la fidélité renouvelée à Financial Afrique. C'est tout pour le grand débat d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau débat. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end. Merci. C'est bien d'avoir.